on vit dans des sociétés où on se sent de moins en moins vivant, ne serait-ce que parce que les activités physiques, justement, tendent à disparaître. Ce que j'appelle souvent, on est entré dans l'ère de l'humanité assise, et encore pire que malheureusement amplifie encore le téléphone portable. Quand on marche, à nouveau, on se sent dans ce sentiment d'alliance avec le monde environnant. Repère avec Louis-André Richard. La fin de la conversation? C'est une question, mais c'est aussi le titre du dernier livre de David Le Breton. Professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, fort d'une longue expérience dans l'enseignement supérieur, le professeur Le Breton réfléchit au sort de la parole, à son avenir face à nos sociétés contemporaines qu'il qualifie de spectrales. Comment relever les défis posés à l'école quand la parole est prisonnière de la technologie? Tentons de réfléchir à ces questions importantes. Bonne écoute! Merci beaucoup, professeur Le Breton, de vous prêter à cet exercice de conversation. Vous êtes, je rappelle, professeur de sociologie à Strasbourg et vous venez de publier un livre qui s'appelle « La fin de la conversation ». C'est une question. La parole dans une société spectrale. Alors, d'entrée de jeu, d'abord, j'aimerais que vous nous disiez quel est le prétexte de ce livre. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Alors d'abord, merci infiniment de votre invitation. Je suis très heureux de vous rencontrer, de vous avoir écouté ce matin. Alors qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre ? C'est que depuis une dizaine d'années, je ne cesse de marcher dans des villes, dans le monde entier d'ailleurs, avec des hommes ou des femmes qui ont le visage courbé sur leur portable, avec le sentiment donc qu'il n'y a plus personne dans nos villes, ou de rares personnes qui lèvent encore les yeux vers les autres, vers leur environnement. Et puis également, j'ai été frappé par le fait que dans beaucoup d'interactions qu'on a dans la vie quotidienne, on est face à des vis-à-vis qui vous lâchent parce qu'ils sortent leur téléphone portable de façon obsessionnelle toutes les 30 secondes, toutes les minutes, ou alors ils vous laissent en plan parce que leur téléphone vient de vibrer ou de sonner. Non que ça m'arrive très souvent, mais en tous les cas, je sais que ça existe et que c'est extrêmement déplaisant, puisque pendant que l'autre est parti, on ne sait plus très bien quoi faire de soi. Mais en même temps, ça donne une sorte d'attention flottante, où on a l'impression que plus personne n'est là, quoi. Que ce soit d'ailleurs les élèves dans les collèges, dans les lycées, que ce soit même nos étudiants, en tous les cas dans les premières années, c'est beaucoup moins le cas évidemment quand ils sont en master, parce que là ils sont davantage sensibles aux enjeux de connaissances. Mais on voit même dans nos universités que bon nombre de nos étudiants sont hypnotisés par leur téléphone portable. D'ailleurs, quand je me balade dans les couloirs de l'université de Strasbourg, c'est parfois compliqué de se frayer un chemin parce que vous avez une foule d'étudiants penchés sur son téléphone portable, qui ne sont absolument plus du tout attentifs d'ailleurs à ce qui se passe autour d'eux, donc ils vous gênent, ils bloquent le passage, mais il faut que vous demandiez, il faut que vous vous excusiez pour pouvoir passer. Voilà, c'est cette espèce d'amertume, de sentiment que le monde change à une vitesse fulgurante, mais en même temps on est en train de vivre une rupture anthropologique vraiment fondamentale, qui a commencé avec Internet jusqu'à un certain point, et puis qui, à partir des années 2008-2010, au moment où les téléphones portables ont été équipés du système Android, et qu'on commençait à se banaliser dans le monde entier, c'est là où on a fini par bouleverser complètement le lien social, et être de moins en moins ensemble, et être de plus en plus côte à côte, éventuellement en rivalité les uns les autres, mais en tous les cas sans être plus attentifs aux autres. Et on sait d'ailleurs que l'attention est aujourd'hui un enjeu majeur pour les GAFAM, les grands maîtres de la Silicon Valley. On a eu d'ailleurs en France, vous le savez peut-être, un ancien responsable de TF1 qui a dit que son objet, c'était de faire en sorte d'avoir le plus de cerveau possible devant la télévision, donc d'agripper les gens, de les rendre addicts, etc. Et les GAFAM savent nous rendre terriblement addicts. Mais pourquoi ?
pour vendre de la publicité. C'est pas du tout pour notre bien. Monnayer l'attention. Hein, monnayer l'attention. Et tout à l'heure, d'ailleurs, avant de venir, je lisais c'était parmi les nouvelles du Monde. L'une des nouvelles du journal Le Monde, c'est que le réseau X, il tend à occulter les conversations, plutôt les communications qui sont consensuelles, pour encourager plutôt les communications qui sont agressives, parce qu'on sait effectivement que c'est ça qui scotche les gens, de voir que des internautes sont en train de s'étriper, de s'insulter, de s'injurier. Malheureusement, c'est ça qui fait l'audience, et on voit, et on comprend d'ailleurs pourquoi, en effet, les réseaux sociaux sont tellement enclins au harcèlement, à la violence, aux appels au meurtre. Il y a aussi l'anonymat, etc. C'est ce que j'allais dire. On va en parler tous les deux, mais voilà. Vous avez un chapitre d'ailleurs qui fait ce lien avec la conversation, ou enfin la non-conversation et la violence, oui, évidemment. Oui. Effectivement, Oui. c'est au cœur du sujet, non? Oui, voilà. Alors peut-être pour que les auditeurs comprennent mieux, moi je fais une différence quand même entre communication et conversation. Voilà. C'est très important, je crois. La conversation implique le visage à visage. Comme on est là, tous les deux, on se regarde, on est attentifs l'un à l'autre, on est dans une présence mutuelle, il y a une sensorialité commune, on va entendre des bruits dans le couloir ou des gens qui parlent, etc. On est en tous les cas profondément ensemble, on est physiquement d'ailleurs présents. La communication, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de visage, parce que pour moi, le visage sur l'écran ne remplace absolument pas du tout le visage réel de la personne. Il n'y a plus de sensorialité commune. Quand on est dans la communication, tout le monde le sait, on est plutôt dans une attention flottante. Vous voyez des gens qui parlent dans la rue tout en pianotant. Enfin, ils sont dans 2 ou 3 trucs à la fois, tout en envoyant un SMS ou des fois en parlant à leur correspondant. Voilà. Donc, quand on est à distance, disons, on peut se permettre plein de choses. D'où d'ailleurs le côté un peu. Il y a pas beaucoup de retenue, là. Il y a beaucoup, oui, voilà, mais c'est le côté un peu simulacre aussi, des réunions qu'on fait à distance, des cours qu'on fait à distance, où on peut imaginer que la majorité des étudiants est en train de faire autre chose en même temps. Voilà, donc ils débranchent d'ailleurs souvent leur caméra pour montrer que, comme ça, on a l'impression qu'ils sont là, mais en fait, il n'y a plus personne, ils sont en train de faire autre chose. Voilà, donc opposition éthique, morale, entre conversation, qui implique évidemment le lien social, la reconnaissance mutuelle, communication, où on est segmenté, il n'y a plus de reconnaissance sociale, il y a simplement une parole, celle d'ailleurs que McLuhan décrivait, oui. Le médium, c'est le message. Voilà. C'est fulgurant d'ailleurs, c'est d'une intuition extraordinaire. Maintenant, en effet, on voit que le médium, c'est le message, puisque tout le monde, où qu'on aille, les arrêts de bus, les cafés, les restaurants, etc., on voit tout le monde, une immense majorité de nos contemporains penchés derrière leur portable. J'aurais le goût de vous amener à prolonger cette réflexion autour du fait que vous êtes professeur et que vous l'êtes depuis fort longtemps, sans trahir votre âge. J'aimerais savoir votre expérience de professeur à la lumière de ce que vous venez de partager, là. Quel bilan vous tirez des choses? Il y a eu la COVID aussi. Entre le moment où vous avez commencé à enseigner et l'heure actuelle. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé dans le courant des années 90. Moi, je me souviens d'une université, quand j'étais étudiant, où il y avait des débats absolument partout, énormément de conférences. Voilà. Puis on se retrouvait entre étudiants, il y avait les féministes, il y avait beaucoup d'engagements politiques et autres. Donc on se retrouvait en permanence dans des débats qui étaient aussi des conversations. Et puis il n'y avait pas d'appel au meurtre à l'époque, on n'était pas dans le wokisme qui tend à envahir aujourd'hui nos universités et l'ambiance collective. Donc on était ensemble, on débattait sur tout un tas de sujets. Et c'était une époque où on lisait énormément. C'est la grande époque des ciné-clubs, partout d'ailleurs, même chez vous au Québec. Mais moi, à Tours, où j'étais étudiant, d'ailleurs, j'animais le ciné-club de la cité universitaire. C'est moi qui choisissais les films, qui les présentais, j'écrivais des textes. Enfin, j'ai des souvenirs extrêmement émus. Et je crois d'ailleurs que mon éducation s'est faite énormément avec le cinéma, mais avec l'histoire du cinéma, pas avec les blockbusters d'aujourd'hui, évidemment, avec l'histoire du cinéma, l'histoire de la littérature. Voilà, on lisait énormément. Et puis, les années 90 ont vu tout doucement l'apparition d'Internet. Et je pense qu'au début des années 2000, on a commencé à voir nos étudiants disparaître un peu. Alors, ils étaient là physiquement, mais en même temps, il y avait la concurrence de plus en plus redoutable, finalement, des ordinateurs portables. Et puis, une partie de nos étudiants dissimulés derrière, donc sans trop savoir, évidemment, ce qu'ils faisaient, prenaient
prenait-il des notes ou vérifiait-il nos propos, je ne sais pas. En tous les cas, là, je commençais à sentir... comment dire, j'ai jamais eu de problème avec les étudiants, hein, je dois le dire. Hein. Je crois que ça circulait très très bien. Il y avait beaucoup d'amitié, d'échanges entre nous. Mais malgré tout, j'ai senti que l'ambiance de l'université commençait à changer. Et puis dans un groupe où vous avez une cinquantaine, une soixantaine d'étudiants, encore pire dans les grands amphis, ça je voyais quand même qu'un certain nombre n'était pas là. Un petit nombre, mais souvent dans le fond, parce que les étudiants ignorent, ce qu'on connaît bien en tant qu'enseignant, c'est qu'on voit tout. Voilà. Donc si jamais l'un est en train de faire autre chose, on le repère immédiatement. S'il se marre tout seul dans son coin, on le sait. Et c'est d'ailleurs parfois un peu agaçant parce qu'on a du mal on se demande ce qui va pas. Pourquoi celui-là, il a l'air tellement mécontent de ce que je... Peut-être qu'il est en train de mécontent parce qu'il a reçu un message, justement, alors qu'il est censé être avec nous. Et puis, les années 2010, là, c'est le commencement de la fin, parce qu'effectivement, on croise... Enfin, il n'y a plus aucun étudiant devant un livre ou en train d'écrire un texte ou dans les cafétérias ou ailleurs. Voilà, et c'est là où j'ai commencé moi-même à me demander ce que je faisais là, quoi. Heureusement, j'avais un enseignement uniquement à partir des masters, donc je crois que j'avais pas trop de problèmes. Exposé aux problèmes des gens moins exposés. Voilà. J'avais peu d'étudiants devant moi, j'en avais une quinzaine à chaque fois. Donc, ils préparaient leur doctorat, donc ils étaient quand même très, très mobilisés. Voilà, puis Est-ce que c'était dans un univers, pour faire les parallèles avec chez nous, est-ce que votre expérience, quand vous parliez tout à l'heure des grandes classes et tout, est-ce que les étudiants avaient accès à l'ordinateur pendant le cours ou pas? Oui, oui, oui. Okay. Non, dans les universités en France, ils ont le droit d'avoir leur smartphone, d'avoir leur ordinateur. C'est moins le cas en principe, je dis, dans les lycées, hein, où ils sont censés être interdits. Le problème, c'est que la majorité des élèves les font placer clandestinement, à telle enseigne d'ailleurs, pour vous faire sourire, que je suis intervenu à l'Académie de Strasbourg avec je crois, pas des surveillants, mais des inspecteurs, une cinquantaine, une soixantaine de toute l'Alsace, et ils m'avaient demandé justement de parler de la parole, de la conversation, etc. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais est-ce que vous avez une solution pour que nos élèves puissent aller aux toilettes ?» Est-ce que vous pouvez expliciter? J'ai un peu de mal à comprendre. Et à ce moment-là, cette dame, en rigolant, m'a dit, écoutez, les toilettes sont envahies de nos élèves qui sont en train de téléphoner ou d'envoyer des SMS. Ceux qui ont vraiment besoin d'aller aux toilettes n'y arrivent plus. Et à ce moment-là, il y en a d'autres dans la salle qui disent, mais oui, on a exactement le même problème, mais vous, comment vous faites, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a eu une conversation hallucinante de savoir comment on peut faire en sorte que les étudiants qui ont besoin d'aller aux toilettes puissent y aller sans être parasités par ceux qui sont en communication. Parce que la fonction du lieu est détournée par la communication. C'est génial, oui, vraiment. C'est tout un bon, on a moins ce problème-là, malheureusement, si je puis dire, à l'université, parce qu'ils sont tous derrière leur portable. Les toilettes sont absolument libres. Au moins, on a résolu ce problème-là. Mais je vous laisse continuer. Donc, vous en étiez à dire que... Bon, alors, j'ai bien compris que l'outil est dans la classe. Oui. Et cela a conduit à une autre... En fait, un constat... Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu l'impression quand même d'avoir un bel échange avec mes étudiants. Mais en même temps, j'en voyais qui commençaient... Quand j'intervenais dans d'autres formations, en revanche, avec des étudiants un petit peu plus jeunes, là, je voyais que je pouvais avoir beaucoup plus de mal à leur raconter des histoires, en quelque sorte, pour qu'ils demeurent attentifs. Ça, j'ai vécu ça aussi dans les grands amphis, où là... Mais ça, c'était encore au début des années 2000, je me souviens, j'avais un cours de 2 heures sur l'interactionnisme symbolique avec 300-400 étudiants dans un grand amphi. Et je me souviens que j'en sortais absolument épuisé parce que je me disais, je dois les porter à bout de bras en leur racontant des histoires parce que sinon, je vais les voir je vais les voir décrocher, se regarder les uns les autres, il n'y avait pas encore le smartphone, mais en même temps, c'était un effort permanent de savoir comment j'allais leur parler de Goffman sans avoir l'air de faire un cours
pour, mais en même temps quand même de leur donner les concepts majeurs de Ring of Mano, pour prendre des auteurs qui devraient passionner tout le monde. Voilà, je parle pas de, je sais pas, de Derrida ou de Lévinas qui exigeraient d'avoir une grande attention, mais Goffman, c'est la vie quotidienne de chacun de nous, et ça nous éclaire d'ailleurs sur notre vie personnelle, sur perdre la face, etc., etc. Bon, mais même là, il fallait quand même devenir un conteur, entre guillemets, enfin, doubler notre rôle de professeur avec un rôle de conteur pour pouvoir maintenir le contact. Oui, et dans le livre, vous avez un passage à un moment donné où vous décrivez bien le fait que les nouvelles générations, celles qui nous succèdent, évidemment, leurs référents, ils ne se comprennent pas autrement qu'en relation à l'outil. Oui. Ça, j'imagine que c'est une déclinaison du problème qui est spéciale, là, quand même. Pour moi, c'est aussi très douloureux. Quand je n'ai plus aucun contact avec mes jeunes collègues. J'ai pourtant toujours mon bureau dans mon labo. Et puis, je reçois énormément, d'ailleurs, de collègues étrangers ou d'étudiants étrangers qui veulent me rencontrer. Mais par contre, je suis quasiment exclu de mon équipe parce que j'ai affaire, finalement, à des jeunes collègues. La plupart des gens de mon âge, évidemment, sont partis à la retraite. On incarnait, j'espère que ça ne paraîtra pas prétentieux, mais je ne pense pas du tout que ça le soit. Je crois qu'on incarnait une forme d'humanisme. Moi, je crois que j'accueillais des étudiants, j'ai accepté d'accompagner des thèses qui n'auraient pas pu trouver d'autres collègues parce que c'était des sujets un peu à part. Je sais pas, au début des années 90, j'ai accueilli beaucoup d'étudiants qui faisaient leur thèse sur les conduites à risque des jeunes, à une époque où c'était considéré par mes collègues sociologues comme un problème médical, psychologique, psychiatrique, mais rien à voir avec la socio. J'en ai accueilli sur la douleur aussi, après avoir publié Anthropologie de la douleur. Mais pour mes collègues, la douleur, c'était un truc médical et ils avaient du mal à comprendre qu'un sociologue puisse s'y intéresser. Le risque, ça a été un peu pareil. Encore, il y a eu le grand livre d'Ulrich Beck, qui a été traduit très tardivement en France. Donc pour beaucoup de mes collègues, la question du risque était complètement secondaire. Voilà, donc mes jeunes collègues aujourd'hui ne sont plus des sociologues. Ce sont des militants. C'est-à-dire des militants écologistes, des militants du genre. Mais ils ne sont pas du tout dans une volonté de comprendre, mais dans une volonté d'affirmer un certain nombre de principes. Mais comme le disait Max Weber dans son grand livre sur le savant et le politique, les amphithéâtres ne sont pas faits pour les prophètes. Ils sont là pour justement qu'on décortique un peu le monde, qu'on prenne une distance, et qu'on n'est pas là pour juger le monde ou pour donner la bonne direction que nos sociétés doivent prendre. Nous sommes là pour comprendre. Voilà. Et moi, j'ai toujours vécu ma tâche d'enseignant ou d'auteur aussi, d'ailleurs, de cette manière-là. Jamais je ne dis comment il faut penser. J'évite absolument les jugements de valeur. Et je pense que d'ailleurs, dans mon livre, des fois, absolument. On me dit il est un peu pessimiste et autres, mais je ne fais que décrire ce que n'importe qui peut voir de ses propres yeux en sortant ou avec son smartphone et autres. Voilà. Donc, on n'est pas là pour moraliser le monde, on est là pour le comprendre. Et ça, je crois que beaucoup de jeunes collègues qui n'ont pas de culture générale aussi, ça c'est un gros problème. Ils n'ont plus le recul que nous avions autrefois de pouvoir, à l'aune de l'histoire ou des autres sociétés humaines, pouvoir calmer le jeu, comprendre, même simplement que les manières d'être femme, c'est infiniment multiple d'un lieu du monde à un autre, les manières d'être homme, etc. Il n'y a pas une manière unique qu'il faut affirmer. En tous les cas, c'est pas mon boulot de sociologue. Moi, je ne suis pas un militant politique. Je pourrais dire que l'idéologie, entre guillemets, a quand même beaucoup avancé dans nos universités françaises, à telle enseigne qu'on commence à voir apparaître des formes de wokisme qui sont plus courantes, évidemment, en Amérique du Nord, parce qu'il y a la contagion, malheureusement, des États-Unis. Qui fait que le Canada, des collègues canadiens ou québécois, plus exactement, m'ont évoqué un certain nombre d'événements, quasiment de faits divers, qui les ont profondément ébranlés, choqués, parce que c'était pas du tout dans nos traditions universitaires, où on respecte l'autre, même si on n'est pas d'accord. Mais non. Voilà, le monde a changé, et en ce sens, ça me rend très... Vous touchez à un point qui, moi, me touche spécialement, c'est la crise de l'enseignement supérieur. Oui. Et j'ai reçu à ce micro un de vos collègues français, Jean-François Bronstein, vous le connaissez peut-être, non? Il a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie devenue folle » et un autre qui s'appelle « La religion woke ». D'accord. Et professeur Bronstein est à la retraite maintenant. Il a pris sa retraite de façon un peu précipitée, justement parce que ses jeunes collègues
l'ont ostracisé. Et ce monsieur, il a fait exactement un peu comme dans votre livre, il a décrit c'est ça, très objectivement les origines de la théorie du genre, les origines du wokisme et tout. Et à la fin, il se fait dire, pétition à l'appui, tu n'as pas le droit de parler ainsi. Alors, c'est ça le cœur de la militance, et je ne sais pas trop comment on peut en sortir. Mais je pense que vous l'avez dit, c'est la culture générale. Elle fait défaut. Oui, la culture générale, alors, oui, tout à fait. Oui, qu'on avait autrefois avec le cinéma, avec la littérature, et puis le théâtre. Encore, le théâtre peut-être se maintient mieux que le cinéma, puisque le cinéma est complètement dévoré par l'argent aujourd'hui. Donc, effectivement, on est un peu entré en résistance, finalement. Voilà. Moi, j'ai quand même pas trop de problèmes, parce que mes sujets ils sont profondément politiques, mais en même temps, évidemment, ils sont... Parler de la douleur, il paraît pas flanc. Non, voilà, que je parle. Si je parle du visage, si je parle du silence, si je parle même de la conversation, on va me regarder sans doute avec ironie. Enfin, c'est plutôt comme ça que je vois mes jeunes collègues. Ils doivent se dire, c'est le dinosaure. Le vieux ringard. Voilà, il est nostalgique. Je pense que c'est ça le mot qui tombe. Oui. Il est nostalgique. Bon, il a peut-être beaucoup écrit, mais bon, maintenant, allons de l'avant. Voilà, l'avant, c'est la libération. La fuite en avant. Oui, c'est vrai. J'ai bien apprécié, puis je pense que c'est vous l'avez dit, des points forts de votre domaine de recherche, la relation au corps. Parlez-nous du corps en lien avec la conversation. La conversation, elle implique le corps, évidemment, parce qu'effectivement, il y a on est les yeux dans les yeux, comme on l'est maintenant. On est visage à visage. Un face-à-face, c'est un visage à visage. J'aime bien le rappeler, parce que la notion de face, elle a l'air un peu abstraite. En revanche, non. Quand on parle à quelqu'un, on a son visage, on voit les mimiques qui le traversent, et en même temps, ces mimiques sont des lignes d'orientation, parce qu'on se dit, je suis en train de blesser mon vis-à-vis, ou au contraire, il a l'air vachement content. Enfin, on ne se dit pas ça, mais intuitivement, on se sent encouragé à poursuivre son propos ou à le nuancer. Si je vois que vous reculez un peu votre tête et que vous froncez les sourcils, je me dis, je suis allé trop vite, il faut que je nuance davantage mon propos, que j'argumente. Et c'est comme ça en permanence, qu'on soit avec son voisin de palier ou qu'on soit devant nos étudiants ou tous les deux dans cette salle, on est effectivement dans cette attention, dans cette extrême attention à l'autre, qui est aussi une reconnaissance, une mutuelle reconnaissance. Et en même temps, il y a nos gestes, parce que quand on parle, moi je sais que je bouge beaucoup quand je parle, alors que quand on est évidemment dans la communication, comme il n'y a plus de corps, il n'y a plus vraiment ces notions-là, même quand on est son visage derrière l'écran. Donc il n'y a pas de conversation sans corps, sans une présence mutuelle, une présence sensorielle, une présence affective, une certaine distance à l'autre qui va être variable selon le degré de familiarité qu'on est avec la personne. Voilà, donc la conversation, c'est un peu un éloge du corps aussi, un éloge du silence, entre parenthèses, puisque... J'allais y venir. Voilà. Parce que quand on parle, on peut se taire ensemble. C'est-à-dire, si vous me posez une question et que j'ai du mal à répondre, je vais m'interrompre quelques secondes pour savoir sous quel angle je vais aborder la question que vous me posez. Si on est tous les deux au téléphone, au bout d'un moment, vous allez me dire « Allô, vous êtes là, on a été coupé, voilà. » Donc ça, c'est la différence. Le silence dans la conversation, c'est la panne dans la communication. C'est ça. Oui, ce que j'ai apprécié en lien avec le silence, c'est que vous faites bien la distinction entre ce silence que vous venez de décrire, qui est un silence tout à fait supportable et même avec le silence qui gêne. Oui. Dans la communication, il y a des silences gênants, il y a des gens qui ne peuvent pas échapper au bavardage. Absolument, oui. Ça, c'est autre chose. Ça, j'ai beaucoup abordé ça dans mon livre du silence, parce qu'il y a un régime de parole qui est très différent d'une société à une autre. Vous le savez, les Amérindiens, par exemple, les Apaches ont cette réputation d'être extrêmement silencieux. Et quand vous posez une question à un Apache, il risque de vous répondre plusieurs minutes après. Ce qui fait que quand il y a des Américains de souche, entre guillemets, qui sont là, ils répondent avant, parce qu'ils trouvent que c'est absolument insupportable, c'est trop long. Et puis des ethnologues, d'ailleurs, ont décrit aussi le côté parfois très dur pour eux, avec des populations du Grand Nord, par exemple, extrêmement silencieuses. Donc, ils essaient de meubler, entre guillemets, mais personne ne leur répond, parce que c'est pas... D'ailleurs, un peu comme dans les films de Bergman, qui sont des films où il y a
de la parole échangée, mais aussi il y a plus de silence sans doute dans les films de Bergman que de la parole. Donc ça montre. Et puis par contre, si vous êtes dans les sociétés méditerranéennes, là, la parole fuse en permanence. Voilà. Donc il y a des régimes culturels de parole qui sont différents d'un lieu du monde à un autre. Et puis à l'intérieur de ces régimes de parole, comme pour nous, je crois qu'entre le Québec et la France, il y a un régime de parole qui est assez proche, assez semblable. Donc par contre, on sait qu'il y a des gens bavards et il y a des gens des taiseux, comme on dit en France. C'est les Belges plutôt qui disent ça. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu embêtant quand on est devant une personne bavarde parce qu'on ne sait pas comment s'en défaire. Et puis la personne bavarde, de toute façon, elle ne vous prend pas en considération. C'est là, je fais ci, je fais ça, c'est terrible. C'est à sens unique, voilà. Et puis le taiseux, il embarrasse évidemment, et les autres autour de lui se disent mais qu'est-ce que je peux lui dire pour le décoincer un peu, etc. Comme s'il fallait aussi animer, entre guillemets, ou réanimer la personne un peu silencieuse. Alors que non, il n'y a pas besoin de ça. Enfin, le plus incommode, à mon avis, sont plutôt les personnes bavardes, parce qu'on a du mal à s'en sortir. Une personne silencieuse, on comprend bien au bout d'un moment que c'est quelqu'un qui est silencieux, et puis voilà, on accepte plus facilement. Les personnes bavardes, on se demande toujours comment je vais m'en sortir. J'attends le moment où la voix baisse un tout petit peu pour dire « Ah, excuse-moi, je viens de penser que j'avais un rendez-vous urgent. » Façon élégante de s'en sortir. Vous avez, et vous me corrigez si j'ai pas bien compris, mais au sujet de cette question du silence, vous évoquez le fort intérieur, une manière d'habiter l'intériorité. Il me semble que ça aussi, c'est au cœur du problème, là. Chez le bavard qui ne se comprend qu'en parlant sans cesse, il y a un symptôme peut-être, vous me direz, de cette incapacité d'être bien à l'intérieur de lui-même, là, non? Oui. C'est un des problèmes de notre époque, ça, non? Oui, non, mais par contre, tout le monde ne devient pas bavard quand même. Non, je pense que c'est en effet une souffrance. Les personnes qui sont très bavardes sont des hommes ou des femmes qui ne trouvent pas suffisamment d'interlocuteurs, qui font fuir leur interlocuteur. En fait, ils sont dans un système une sorte de double bind et ils n'arrivent plus du tout à s'en sortir. Voilà, mais je crois que dans nos sociétés, il y a un gros problème, en effet, de reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est ce que j'analyse aussi dans le livre. On n'a jamais autant communiqué, mais on ne s'est jamais aussi peu rencontré. Effectivement. Je rencontre souvent des gens qui me disent « mais c'est formidable, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on communique dans le monde entier sans arrêt ». Et la santé publique nous montre que jamais le sentiment d'isolement n'a été aussi puissant dans nos sociétés. Et ces derniers mois, il y a eu une série d'enquêtes de santé publique en France qui ont montré combien nos étudiants, c'est-à-dire des jeunes privilégiés qui sont censés avoir aussi un recul sur le monde et autres, combien il y avait une souffrance énorme chez nos étudiants en termes d'isolement. Et on peut se dire, ils ont 20 ans, c'est eux qui sont le plus sur les réseaux sociaux. La preuve donc que ça ne suffit absolument pas à nourrir le sentiment d'une présence, le sentiment d'exister, d'avoir un sens, une valeur dans le regard des autres. Donc on voit bien qu'en effet, il y a quelque chose du monde d'aujourd'hui qui est en train de se défaire et qui s'appelle le lien social, qui faisait qu'il n'y a pas encore bien longtemps, on pouvait saluer nos voisins de palier, on pouvait échanger des nouvelles avec ses voisins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et il y a une souffrance énorme, non seulement des jeunes, mais aussi des personnes âgées qui vous disent que justement, il n'y a plus personne qui leur parle, on leur dit plus bonjour, ils sont considérés comme des personnes, des dinosaures qui sont un peu égarés dans le monde postmoderne qui est le nôtre. Voilà, ça, c'est la rançon justement de la communication à distance où la reconnaissance de l'autre le plus immédiat ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, quand on est en conversation avec quelqu'un qui vous lâche pour vous dire « mon téléphone vient de sonner, je reviens », etc., ça montre que l'autre lointain a beaucoup plus d'importance que l'autre immédiat, qui êtes présent. Oui, ce qui est quand même très dur à vivre. Oui, absolument, vous avez raison. Il y a un collègue qui, il y a quelques années, nous a présenté des statistiques qui, moi, m'ont beaucoup étonné. Je les ramène ici parce que je pense que ça illustre votre propos. Il montrait que 2007 était l'avènement du téléphone intelligent et qu'il y a eu statistiquement un espèce de gain en sociabilité le temps de la nouveauté. Alors là, le téléphone arrive, tout le monde en parle, tout le monde se parle à travers la nouvelle acquisition. Après, cela, évidemment, a diminué. Et ce qui est intéressant dans les statistiques, c'est qu'ils montraient que, contrairement, moi j'avais l'impression de croire, que les relations sexuelles chez les adolescents, qui ont été longtemps signifiées comme étant précoces, étaient de plus en plus tardives, que les rencontres physiques entre les personnes mettaient de plus en plus d'années à survenir, un peu à cause de cet isolement. Vous parlez dans le livre d'hyper-individus,
est-ce que ça décrit cette nouvelle espèce, si je puis dire? Oui, alors c'est vrai qu'au début, le smartphone a suscité beaucoup de conversations, mais je mets des guillemets quand même. C'est ça. Parce que c'était comment ça marche, comment tu fais pour télécharger ce truc-là. Ça, oui. Voilà, donc, et malheureusement, c'est la conversation fondamentale de beaucoup de nos jeunes. Se télécharger des vidéos, regarder telle vidéo sur YouTube qui les a passionnés, etc. Ça a empli complètement l'horizon. Là où autrefois, justement, on discutait politique, on discutait de la vie quotidienne ou des loisirs ambiants, aujourd'hui, on a affaire à des jeunes qui téléchargent en permanence des trucs. En même temps, d'ailleurs, j'ai envie de le rappeler, puisque on me dit souvent que les jeunes générations sont très mobilisées dans le combat pour l'écologie. Mais il y a une contradiction fondamentale et qui invalide absolument ce propos-là, c'est qu'ils sont en permanence derrière leur smartphone, qui est un outil destructeur de la planète. J'étais au Grand Musée de Lyon d'anthropologie il y a quelques semaines. J'ai vu un petit documentaire sur la manière dont on recherchait les métaux rares, entre guillemets, qui composent nos smartphones. Les terres rares. Voilà. Et j'ai vu des images terrifiantes de machines qui raclent le fond des océans pour récupérer le sable, c'est-à-dire détruisant d'innombrables écosystèmes. Sans compter le travail des enfants, etc., etc. Donc, sans compter le stockage de l'énergie, pour tout ce qui est téléchargé en permanence, ça coûte énormément en termes d'énergie, en termes, j'imagine, d'électricité et autres. Voilà. Donc, paradoxalement, nos jeunes qui sont tellement mobilisés pour l'écologie font semblant d'oublier que leur smartphone est terriblement destructeur de l'environnement. Ils sont obsédés par les voyages en avion qu'ils n'ont évidemment jamais fait, donc ça ne les dérange pas de toute façon qu'ils soient complètement supprimés au risque justement qu'on puisse plus aller au Québec ou que vous ne puissiez plus venir en France, parce que le temps qu'on remette les bateaux en place comme dans les années 30, il faudra quand même quelques décennies. Puis en plus, on mettra une dizaine de jours pour traverser les océans. On aura le temps de la conversation, quand même. Oui, ce sera quelque chose de chouette. Et puis d'ailleurs, les gens qui voyageaient comme ça étaient aussi très heureux. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Qu'est-ce que vous appelez la société spectrale? Parce que c'est dans votre sous-titre, et puis je voulais vous poser la question parce que je n'étais pas sûr de bien comprendre. Alors, j'ai le sentiment de vivre dans une société fantomatique, une société spectrale, justement, parce que je rentre dans un restaurant, je vois tout le monde derrière son téléphone portable, je vois des amis qui se retrouvent, mais après quelques échanges cordiaux, les voilà tous qui se précipitent sur leur smartphone. Le serveur arrive, on lui dit non, attendez, quand on prête attention à lui, parce que c'est aussi l'une des souffrances de beaucoup de professions de contact aujourd'hui, d'être complètement négligés, qu'on leur dise plus bonjour ni au revoir et qu'on continue les conversations tout en mettant la monnaie en donnant la monnaie à la caissière, etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça le spectre. Et puis, en me baladant même au Futuroscope, je vois tout le monde derrière. Moi, les tout petits, parce que, évidemment, comme on est tous les deux à Poitiers et que me suis un peu baladé au Futuroscope, les tout petits, évidemment, sont des classes. Donc, mais par contre, à partir d'un certain âge, si vous croisez des ados, à partir de 12, 13, 14 ans, vous les voyez en groupe, mais on a l'impression qu'ils sont tirés en avant par leur portable. Alors, vous vous dites, mais si on leur piquait leur portable, mais ils vont s'écrouler, c'est pas possible. Voilà. C'est ça que j'appelle une société fantomatique. C'est que je me demande ce que je fais dans cet univers, moi qui suis plutôt un homme de parole, de visage, qui ai beaucoup travaillé sur le corps et autres. Voilà, je me dis que c'est un monde qui est en train de changer de façon fulgurante sous nos yeux, d'où mon idée d'une rupture anthropologique qui est apparue avec Internet, mais qui s'est accentuée avec le smartphone. Vous avez des pistes d'espoir? Pas vraiment, parce que je pense que les seules solutions sont des solutions individuelles. Alors, vous savez, j'ai énormément écrit sur la marche et je suis moi-même un marcheur. Donc, évidemment, quand on va marcher, on part avec sa compagne, son compagnon, ses enfants, ses amis. Forcément, c'est l'univers par excellence de la conversation et de la transmission également. C'est le point, voilà. Pour moi, c'est très important parce que le repas de famille ayant pratiquement disparu dans nos sociétés, du fait aussi que les parents travaillent souvent,
c'est très compliqué, vous voyez, finalement, à tous égards, c'est très compliqué. Mais en tous les cas, des parents qui travaillent, des gamins qui vont souvent se retrouver seuls à la maison. Donc maintenant, même dans des familles qui s'aiment, je veux dire, il y a très souvent, chacun arrive à son heure et va dans le frigidaire chercher de quoi manger. Et puis, mais même quand tout le monde est là, chacun s'installe derrière son écran. Un écran différent pour les uns ou pour les autres. Il y en a qui vont carrément manger dans leur chambre. Les enfants aiment bien être tranquilles. Voilà, donc le repas de famille qui était un haut lieu de la transmission sur l'histoire de la famille, sur l'histoire du grand-père, de la grand-mère, des oncles, des tantes. Oui, sur l'échange sur même, comment la journée s'est passée. Comment la journée s'est passée, qu'est-ce que tu as vécu à l'école, voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta vie. Voilà. Tout ça, c'est en train de disparaître sous nos yeux. En revanche, ça éclate avec bonheur dans l'univers de la marche, de la randonnée, où on voit de plus en plus de familles, justement, qui cheminent à 2, 3, 4... enfin, je veux dire, ils ont 2 enfants, 3 enfants. Moi qui marche énormément dans les Vosges, on en voit de plus en plus. Et on voit des fois des tout petits, ils ont 6, 7 ans, et qui gambadent devant leurs parents, et on se dit, c'est merveilleux, parce que là, on a des parents qui sont en train d'apprendre à leurs enfants à être sensibles à l'environnement, aux animaux éventuellement qu'on croise parfois dans les forêts, etc. Voilà, donc êtes-vous en train de dire que d'une certaine façon, la nature reprend ses droits, si je puis dire? Oui, dans la marche, de manière exemplaire. Non, ça nous rappelle que nous appartenons au monde et que d'ailleurs, la destruction d'un arbre, c'est aussi quelque part une amputation de notre rapport au monde. Je pense que pour les marcheurs, le monde est vivant, quoi. Moi, j'ai écrit pas mal là-dessus. Les arbres sont vivants, on a envie de saluer des rochers, on a envie de plonger sa main dans l'eau fraîche d'un ruisseau, on a envie de se baigner dans une rivière. On a l'impression que le monde est peuplé de divinités, entre guillemets. Pour ça, je pense d'ailleurs que la marche est très polythéiste, parce qu'on a l'impression qu'on est accueilli dans certains lieux, et on a l'impression au contraire d'être rejeté dans certains autres, mais on a l'impression d'avancer dans un monde incroyablement vivant. Ce n'est plus l'univers de la séparation, qui a été inventé justement... De la dissociation, d'ailleurs, de que la vous dites dans le livre. Oui, tout à fait. Là, à nouveau, on se sent appartenir au monde, appartenir au lien social, d'ailleurs, parce que vous savez bien qu'entre marcheurs, on se salue toujours, on échange des sourires, des conseils, faites attention, là, la pente, elle est vraiment dangereuse, on a failli tomber... Mon mari est tombé, ma compagne est tombée, voilà. Là-bas, il y a une ferme auberge, on n'a jamais mangé aussi bien que dans notre vie. Enfin voilà, il y a quelque chose d'une convivialité qui ressurgit dans la marche, un petit peu moins dans le cyclotourisme qui a un immense succès. C'est mon sport. C'est votre... Désolé. Je suis désolé. Non, mais j'aime la marche. Mais parce que je voulais dire que c'est plus difficile quand on est en vélo, parce que là, on croise quand même beaucoup plus vite les autres cyclistes, et puis on est quand même plus rapide dans les paysages. Absolument. Mais ceci dit, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'art du vélo. Sans blague? Oui, absolument. Je le lirai, c'est promis. Merci. Mais en tous les cas, la vogue qui est formidable aussi du cyclotourisme, et puis d'ailleurs du cyclisme, enfin du vélo en ville, etc., est aussi une volonté de retrouver une forme de convivialité, d'échange, un sentiment d'appartenir au monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La proportion, en fait, ce qui favorise la conversation, bien entendu, c'est la marche, puisque non seulement on est à hauteur d'homme, mais on est à un rythme, on est dans le rythme plus humain. Mais le vélo, j'ai remarqué, moi, que quand on entre à vélo dans une commune, dans une ville, on est encore à hauteur d'homme. Les gens nous saluent plus spontanément, moins qu'avec la marche, mais tout ceci pour dire que ça va dans le sens de ce que vous dites. Non, je suis complètement d'accord. Puis d'ailleurs, quand des cyclistes se retrouvent pour une halte ou pour boire un coup à une source, il y a énormément d'échanges qui se passent, évidemment. Je comprends donc dans ce que vous dites que selon évidemment c'est votre expérience à vous, il y a quand même depuis quelques années une recrudescence de la marche. C'est pas scientifique, mais vous dites quand même plus qu'avant. C'est scientifique. Non, ça a démarré au début des années. Regardez la composition sociale des chemins de Compostelle. Début 90, vous avez quelques centaines de personnes qui réussissent à plus ou moins à bricoler, parce qu'il n'y avait plus du tout de chemin aménagé, beaucoup de propriétés privées, de ronces, etc.
là. Fin des années 90, on est déjà à plusieurs centaines de milliers de marcheurs. Aujourd'hui, il y en a 500 000. Hein. Et puis la littérature de la marche a d'ailleurs pris une envergure absolument colossale. Maintenant, il y a énormément d'écrivains marcheurs. Alors, au début des années 2000, quand j'ai écrit Éloge de la marche, il y avait, évidemment, il y a le très grand livre de Jacques Lacarrière, Chemin faisant, qui est un livre merveilleux et qui est toujours actuel. Au début, en 2000, il y a Bernard Olivier et moi qui avons écrit sur la marche et on a eu tous les deux un très bon succès. On s'est liés d'amitié. Et puis d'ailleurs, Bernard Olivier a fondé cette formidable association Seuil, hein, dont je parle dans l'un de mes livres sur la marche, qui consiste à faire marcher des mineurs délinquants. Non, ils ont moins de 18 ans et le juge pour enfants peut dire, voilà, soit tu fais 2000 km de marche avec une personne accompagnante, avec un dispositif qui est celui de l'association Seuil, ou alors tu te retrouves dans une institution fermée pour adolescents ayant posé des problèmes, etc. Et la marche, justement, est un outil de guérison, de remise au monde, de resocialisation pour beaucoup de nos enfants qui tenaient les murs dans nos quartiers populaires, qui entamaient déjà une carrière de délinquants assez puissante. Et donc là, on les ramène à la conversation, on les ramène au silence, parce qu'ils ne peuvent pas marcher avec un téléphone portable ou en écoutant de la musique. Hein. Ils sont dans l'élémentaire de la marche. Il n'y a même pas un vélo. Ah non, je comprends. Ils sont corps à corps avec le monde environnant à 4, 5, 6 km/h, voilà, et réduits, entre guillemets, à la conversation avec la personne accompagnante. Et le résultat est prodigieux. J'imagine, c'est vraiment génial. Pratiquement pas de récidive, et voilà. Parce que ce que vous disiez à l'instant, c'est que la marche nous remet en contact avec la vie, puis avec ce qui est plus grand que nous, là. On ne se mesure pas seulement à soi-même ou à partir de soi-même, mais on est mesuré à quelque chose de plus grand que nous. Et on a un grand besoin de ça, je pense. Je ressens ça de manière très, très forte. Hein. On a le sentiment du cosmos, en quelque sorte. On a l'impression qu'on existe. On se sent vivant, d'ailleurs. Je crois qu'on vit dans des sociétés où on se sent de moins en moins vivant, ne serait-ce que parce que les activités physiques, justement, tendent à disparaître. Ce que j'appelle souvent, on est entré dans l'ère de l'humanité assise, et encore pire, que malheureusement amplifie encore le téléphone portable. Quand on marche, à nouveau, on se sent dans ce sentiment d'alliance avec le monde environnant, d'alliance avec les animaux. Et d'ailleurs, on est capable de s'arrêter très longtemps parce qu'on a aperçu un cerf, un daim, au loin un renard, etc. On va scruter pendant une demi-heure, 3/4, alors que dans nos vies quotidiennes, on est des hommes ou des femmes extrêmement pressés. Là, on va s'arrêter, on va être dans la contemplation. Ouais. Non plus dans la vue, hein, mais dans il y a un changement de régime du regard, simplement du sens de la vue. La contemplation, c'est s'arrêter devant la beauté du monde. Et à ce moment-là, quand on voit la beauté de la lumière sur une colline, justement, on se dit, mais le monde ne s'arrête peut-être pas là, c'est pas possible. On a du mal à mettre des mots, justement, parce qu'on n'est pas forcément dans un système religieux, pas forcément non plus dans un polythéisme, même si j'aime bien cette idée-là, qu'il y a des génies des lieux. J'utilise souvent l'expression génie des lieux ou l'esprit des lieux, parce que j'ai souvent ce sentiment-là qu'il y a un esprit des lieux particulier sur cette colline, dans cette forêt. C'est pas les mêmes. Et rappelez-vous d'ailleurs que Max Weber parlait du polythéisme des valeurs, et c'était une indication pour la sociologie, justement, de ne pas avoir un monothéisme des valeurs, de défendre des causes, mais de se dire, voilà, il y a plusieurs causes qui sont défendues aujourd'hui par nos contemporains. En tant que sociologue, je dois essayer de les comprendre. Donc, par excellence, je pense, un sociologue doit être une personne polythéiste, mais le marcheur encore plus, parce qu'il éprouve une très grande émotion, quoi, de voir... Moi, j'ai parfois le sentiment d'être accueilli. Et à ce moment-là, d'être accueilli par le génie des lieux en gravissant une colline, j'ai le sentiment que toute ma vie culmine à ce moment-là. Et est-ce que je n'ai pas vécu toute ma vie le kairos, finalement, d'une certaine manière. C'est ça. Le moment précieux, opportun. Le moment précis, le moment opportun, où soudain je sens une légitimité à ma présence au monde. Ça, les marcheurs le vivent énormément. Et le kairos, pour qu'il advienne, et pour qu'on puisse en être témoin, il faut disposer les choses. Alors, dans le fond, votre éloge de la marche,
c'est la disposition qui nous rend sensibles au kairos, qui peut nous permettre de goûter le bon moment. Être dans une position d'accueil, voilà. de reconnaissance du monde, de gratitude aussi du fait qu'on existe. Hein. Gratitude, c'est le titre qu'a pris Charles Julier pour son dernier livre, de son dernier journal, hein, Gratitude, le livre d'un homme beaucoup plus âgé, approché de 90 ans, mais ce sentiment de gratitude d'avoir existé. Alors que la vie, sans doute, la durée de vie s'amenuise, mais il y a encore la chance, l'immense chance d'être là et de pouvoir profiter encore des instants qui passent. Ouais, la gratitude, c'est vraiment une vertu ou une qualité qui garantit, me semble-t-il, une des parts importantes du bonheur humain. Là. Si on peut rester dans la gratitude, même quand ça va moins bien. Ben oui, c'est vrai. Mais même de la réciprocité sociale. Voilà. On devrait tous être éprouver ce sentiment que vivre est une chance incroyable et donc ne pas la gâcher par des mépris, par des haines. Quand vous distinguez conversation et communication, pour aller dans le sens de ce que vous dites, bien, on en est venu dans cette espèce de virtualité des rapports humains, non seulement à être décroché de la présence réelle et physique avec l'autre, mais en plus de communiquer par avatar interposé. On est loin, là encore, là, dans le virtuel. Ah ben là, on est dans la disparition du corps. Et là, on rejoint les transhumanistes américains, qui ne sont quasiment que des hommes, d'ailleurs, c'est très intéressant à relever au passage, mais qui sont aussi dans l'hyperpuritanisme de la côte ouest, côte est, pardon. Hein, c'est les WASP, c'est pas les populations de couleur, ni d'origine mexicaine, ni les populations migrantes nombreuses qui sont aux États-Unis. Ce sont les WASP, White Anglo-Saxon protestantes. Le corps est encombrant, pénible. Il faut et leur litanie, leur mot d'ordre, c'est tous les malheurs du monde viennent du corps. C'est à cause de notre corps qu'on est malade, qu'on est fatigué, qu'on vieillit, etc. Supprimons le corps, nous supprimerons la mort, et on entrera dans l'éternité, etc., etc. Bon, heureusement, ça ne marchera pas. Ils vont gagner quelques C'est vrai que ça ne marchera pas, mais c'est étonnant de voir comment ça s'inscrit dans les esprits. Il y a une espèce de contagion, effectivement, qui fait que les transhumanistes ont réussi à avoir des adeptes un peu partout dans le monde, dont des hommes ou des femmes qui seraient certainement les derniers à bénéficier de ces dispositifs hyper technologiques, si par miracle, tout d'un coup, ils arriveraient, parce qu'on ne va pas, donner l'immortalité à une personne de milieu populaire, âgée, etc. On va choisir il est trop tard. On va choisir. Là, c'est sûr que les grands maîtres de la Silicon Valley, ils vont tous se précipiter pour accéder à ces formes d'immortalité, mais je ne sais pas si ça nous touchera, même nous. Si tant est qu'on en ait le désir. Nous vieillissons tranquillement. J'en ai aucun désir. Oui, voilà, vieillissons tranquillement. On verra bien la suite. Vous avez commenté cette formule de Montaigne qui parle d'une conversation qui est une manière de se limer à l'autre. Jolie formule. Très, très belle formule. Oui, parce qu'on n'est pas forcément d'accord dans la conversation. C'est ça. Quand je fais un petit peu l'éloge de la conversation, c'est pas pour dire, soyons ensemble, dans une vision quasiment néo-chrétienne. Non, évidemment, la conversation, elle implique des débats, elle implique des désaccords, elle implique des nuances. Elle fait partie de la condition humaine, finalement. Mais c'est ça, on se lime en permanence à l'autre, et c'est en conversant avec l'autre, d'ailleurs, qu'on découvre qu'il y a des pans de notre réflexion que nous avions oublié ou que nous avions tendance à négliger. Alors bien sûr, on pourrait dire aussi que la lecture, évidemment, puis on est encore un certain nombre d'entre nous à lire ou à écrire, mais moi je me sens toujours dans une conversation avec l'auteur, évidemment. J'ai l'impression de dialoguer, je sais pas, avec Jean Baudrillard, avec Montaigne, même avec Aristote, avec les très anciens, et on se dit, mais comment, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'on est sur l'agora, on est en train de discuter avec Platon ou Aristote, et on leur dit, mais Platon, quand même, vous exagérez, vous avez méprisé un peu trop le corps. Vous êtes un mauvais lecteur de Platon. Vraiment, c'est pas ça qu'il faut retirer, mais écoutez, on en débattra une autre fois. Mais, bon. Mais effectivement, j'allais vous amener là, puisque dans le livre, vous ne parlez pas vraiment beaucoup de l'importance de l'écriture du livre. Par contre, vous parlez de la lettre. Comment la lettre, c'est un organe par lequel la conversation s'établit. Et vous précisez déjà en parlant du livre, effectivement, c'est une conversation. On écrit pour être lu, mais c'est
une invitation à la conversation quand même. Ben oui, puis en plus on y met du temps. Enfin, on Ah parle oui, oui. bien d'une lettre là. Hein. Oui. On y mettait du temps. Oui. On pensait à l'autre. Et on se disait si j'écris ça, comment il va. Faut pas que j'écrive, que je lui décrive ce que j'ai vécu hier parce que ça va l'inquiéter, etc. Je me rappelle dans mes premiers voyages au Brésil, j'envoyais une quinzaine de lettres. Évidemment, il y avait nos parents qui étaient extrêmement inquiets. Et puis il y avait tous les proches, tous les amis, etc. Donc j'écrivais tous les jours, quoi. Non seulement pour l'écriture de livres que j'avais en tête à une époque où je n'étais pas encore publié, mais j'écrivais aussi en termes de correspondance. Oui, oui, oui. C'est-à-dire la correspondance, finalement, ne s'interrompait pas, au sens un peu métaphysique du terme, enfin, quasi ontologique. Il y avait toujours les correspondances spirituelles, en tous les cas, qui fonctionnaient. Et puis, voilà, je me souviens, j'arrivais au bureau de poste au Brésil avec mon paquet de lettres, je demandais des timbres, etc. Et puis j'anticipais, je me disais quand elle va recevoir les lettres, etc., etc. Quand vous envoyez un SMS, d'abord on en envoie 10, enfin pas moi, mais beaucoup de nos contemporains, on envoie une dizaine, une quinzaine, une vingtaine par jour. Nos ados, plus d'une centaine, hein, vous le savez. Donc on comprend qu'effectivement, il n'y a plus du tout la même gravité, il n'y a plus le même engagement, il y a plus... Et puis le lecteur est complètement indifférent, il dit ah, oui, d'accord, bon, bah ok, très bien. Et puis quand on écrit pour dire c'est super, etc., ça vole pas très haut. Autrefois, on aurait dit, je sais pas, devant les chutes d'Iguassou, puisque j'en parle à un moment donné, c'est absolument d'une beauté époustouflante, ça me rappelle telle chose, on se sent si petit, etc. Aujourd'hui, on va tourner le dos aux chutes d'Iguassou, parce que ça, je l'ai vécu avec ma compagne, on n'arrivait pas à accéder à l'une des rambardes, parce qu'il y avait toute une foule en train derrière son écran, tournant le dos, ou en train de dire à leurs correspondants parisiens ou montréalais « Ah, c'est super, si tu étais là !» Ce qui, je trouve, assez pervers d'une certaine manière. Voilà, donc il fallait jouer des coudes pour dire « Pardon, on voudrait voir... voilà, » et vous heurtez à des regards un peu agacés. « Pourquoi vous venez me déranger ?» Voilà. Mais on est peu à contempler... Mais c'est tout à fait emblématique de la situation. Moi, je trouve, tout à fait. Oui. Je vais ajouter un exemple à ce que vous dites parce que c'était tellement drôle. Dernièrement, à la fête de Pâques, il y a un journaliste de Québec qui a eu ce dessin absolument génial. C'est le Vendredi Saint. Il représente le Christ en croix, les deux autres à côté. Et il y a les légionnaires romains qui font un selfie. et ce qui est intéressant là-dedans, et ça décrit ce que vous dites, c'est que la mentalité derrière ça, c'était « j'étais là ». J'étais là. J'étais là. Et peu importe ce qui se passe à l'arrière, voilà. C'est la pire de toutes les tragédies. On s'en fout, j'étais là. Alors, oui, merci vraiment de nous rappeler oui, c'est un truisme aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Donc, Et c'est là où on retrouve McLuhan. Voilà, le médium, c'est le message. Peu importe où je suis, du moment que je suis en train de me photographier tout seul. J'ai bien compris que, mais très sérieusement, une partie de votre espoir, c'est la marche. C'est l'occasion de renouer avec l'environnement, d'habiter. Oui, c'est pour ça que je dis que les solutions sont personnelles. Parce que moi, je continue à être un immense lecteur, j'achète énormément de livres, je continue à être un cinéphile, mais je vais beaucoup moins au cinéma, dans les salles publiques, malheureusement, parce que ce sont des produits industriels. Par contre, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de DVD, et j'arpente les brocantes, les Emmaüs et compagnie, pour acheter justement des vieux DVD avec des films classiques de l'histoire du cinéma. On peut marcher, on peut faire du vélo, on peut faire du jardinage aussi. On n'a pas parlé du jardinage, mais le jardinage connaît une vogue absolument prodigieuse. Mais le jardinier, il n'a pas une bêche dans la main et son téléphone de l'autre. Il est en train de creuser la terre, de planter des arbres, etc. Il travaille aussi d'ailleurs pour l'éternité, mais sous une autre forme que les transhumanistes. Parce que c'est vrai que quand on voit un arbre dans son jardin et qu'on se rappelle qu'on l'a planté il y a 30 ans ou 40 ans, ça fait un sacré coup au cœur. Absolument. C'est magnifique. Et puis quand en plus on a des enfants ou des petits-enfants et autres, on se dit, bah oui, on a planté ce noyer il y a tellement longtemps avec mon épouse, etc. Voilà. Ah oui, ça nous donne l'occasion de prendre du recul. Oui. Notre conversation s'achève, ça va trop vite. Je voulais... vous avez cité, je vais terminer tout à l'heure la conversation avec la citation elle-même, mais vous avez une des citations au début du livre de Gunther Enders. Vous citez de lui l'obsolescence de l'homme
Et je ne sais pas si vous avez lu Nous, fils d'Eichmann. Si, je l'ai lu. Vous l'avez lu? Bon, alors, moi, j'ai été fasciné par le rêve des machines. Le chapitre là-dedans, je ne sais pas si vous vous souvenez, peu importe. Mais il y a dans tout ce dont on discute ou avec lequel on converse maintenant, cette idée que, d'une certaine façon, la machine, d'une certaine façon, nous dépasse. Et dépasse même ceux qui la conçoivent. Oui. Hein, nous avons nous entrons dans l'ère des chats GPT. Les versions se renouvellent constamment. On appelle ça de l'intelligence artificielle. À mon humble avis, c'est tout sauf intelligent, mais c'est un outil qui, d'une certaine manière, nous dépasse. Alors, j'aimerais bien, avant de vous citer la citation finale, que vous nous parliez de comment vous concevez ce rapport à la machine. Là aussi, comme une nouvelle tragédie des mondes contemporains, puisqu'on aura de plus en plus de robots sociaux. Il y en a déjà, oui. Il y en a au Japon, il y en a dans d'autres pays qui s'occupent des personnes âgées. Il y en a qui gardent des enfants également pour éviter de payer une nurse ou une étudiante qui viendra veiller sur leur sauvegarde. On voit partout ces robots. Le film R, d'ailleurs, était très intéressant à cet égard, d'un homme parfaitement averti, mais qui tombe amoureux d'une voix. Ouais. C'est ce qui s'était passé, vous vous rappelez, avec le programme ELISA de Weizenbaum. On est dans les années, je crois, 70, et c'est les pionniers au MIT de ces programmes conversationnels où le robot est programmé, enfin la machine est programmée pour relancer... Ça fait de l'écoute active. L'écoute active, voilà. Donc vous arrivez en disant, oui, donc vous sollicitez la machine qui vous demande pourquoi. Vous dites, bon, en ce moment, ça ne va pas très bien dans ma vie. La machine vous répond, oui, en ce moment, ça ne va pas très bien dans votre vie, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Oh oui, j'ai des problèmes avec un tel et un tel. Ah oui, un tel vous pose des problèmes. Et voilà. Et ce que décrit notamment Cherry Turkle, qui est une très très bonne sociologue du numérique, elle dit que beaucoup de ces étudiants, à l'époque elle était elle-même étudiante, elle dit qu'elle était sidérée de voir beaucoup des étudiants du MIT passer des heures à dialoguer avec ELISA, c'est-à-dire à dialoguer avec un programme, en étant convaincus qu'ils allaient trouver des réponses à leur déboire. C'est pour ça que je suis inquiet, parce que je vois très bien que, effectivement, tous les services publics, d'ailleurs, étant en train de se détériorer sous l'égide du privé, etc., je pense qu'on aura de moins en moins d'interlocuteurs, peut-être même dans les soins palliatifs ou ailleurs. On aura des robots qui seront à nos chevets pour nous écouter, etc. J'ai très très peur de ça, mais ça va à une vitesse galopante. Très, très vite, effectivement. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette conversation, et c'est ironique puisque, enfin, de mon point de vue, nous avons eu une vraie belle conversation, très belle, oui. Et qui se déroule en présence réelle des interlocuteurs. Et c'est pour aboutir sur un produit technologique. Ça va être diffusé. Alors, mais moi, j'ai comme idée de dire, il faut profiter des plateformes et puis on verra bien ce que ça donne. Et je termine avec cette belle citation de Gunther Anders qui disait « Même si l'occasion se présente d'entrer en relation avec des personnes véritables, nous préférons rester en compagnie de nos portables chums, nos copains portatifs, puisque nous ne les ressentons plus comme des ersatz d'hommes, mais comme nos véritables amis. » Merci beaucoup, David Le Breton, d'avoir accepté la conversation. Dans le sens de ce que dit Gunther Anders, je pense qu'il n'y a rien qui va remplacer l'amitié véritable. Alors, merci de nous avoir donné cette occasion de discuter sur ces thèmes qui sont vraiment très importants. Je vous suis très reconnaissant de m'en avoir offert la possibilité. Média. 100% indépendant et gratuit, Le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.